C'est comme si la dame, elle ne m'aimait pas le moi, comme si elle rentre à l'intérieur de moi. C'est comme si elle ne m'aimait pas directement. Et du coup, si vous regardez bien, nous, les Noirs francophones, on est très lettrés. On est plutôt plus, ça fait tout le plaisir quand on dit, moi, je suis un sociologue, un psychologue, tous les logs. Hein. On est tous les logs. Sauf que quand on voit nos richesses, c'est les gens qui viennent, enfin, quand on va dans des supermarchés ou même dans les petits magasins alimentaires, c'est des produits qui viennent chez nous, on va acheter chez les autres. C'est vrai, je suis né en Haïti, j'ai de la chance d'être né en Haïti, et c'est de la chance, hein, encore une fois. Et j'ai la chance d'être en France, la France m'a tout donné. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose à la fois qui sera utile pour nos concitoyens qui sont en Afrique, notamment dans l'agriculture, et aussi en Haïti et la France. Donc, quand l'Afrique est le pays le plus pauvre, moi, ça ne me fait rien. Pourquoi? Demandez à la personne, est-ce qu'il a déjà été en Haïti ou en Afrique? Bonjour, bienvenue dans Mesaka, Mesaka qui signifie bâtir la maison en morée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans Mesaka Elson Charles, originaire de Haïti, fondateur et PDG d'Azumaya Agricultural, une entreprise qui est spécialisée dans l'exportation de fruits exotiques, entrepreneur polyvalent dans l'agro-business et l'agro-industrie. Elson Charles cumule plusieurs expertises telles que le pilotage de projets, le management, la gestion, le marketing et plusieurs autres encore qu'il nous détaillera aujourd'hui. À la tête d'Azumaya Agricultural, il exporte des fruits exotiques d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale vers l'Europe et supervise également la transformation des fruits directement sur son site de production au pays. Alors, bonjour Elson. Bonjour. Bienvenue dans Mesaka. Est-ce que tu peux te présenter, compléter ce petit panorama que je viens de faire? Écoutez, franchement, je crois que vous avez tout dit, mais bon, je vais rajouter de peu. C'est vrai, je suis né en Haïti, j'ai de la chance d'être né en Haïti, et c'est de la chance, hein, encore une fois. Et à travers tout ça, j'ai grandi dans le Val d'Oise, et j'ai fait toutes mes études dans le Val d'Oise, et voilà. Mais sauf que depuis quelques années, depuis 2017, mon ambition, c'est de voir comment je pourrais aider mes concitoyens, que ce soit aux Antilles, dans les Antilles et l'Afrique. Et c'est pourquoi Azumaya, c'est Azumaya qui m'a choisi, ou peut-être j'ai choisi Azumaya. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Azumaya, ça veut dire quoi? Alors, Azumaya, c'est vrai, souvent les gens ils me posent des questions. J'étais en train de chercher un nom exotique, un nom qui a un rapport avec nous aux Antilles, enfin afro-descendants et afro-caribéens. Donc, un nom qui a des consonances anglophones et francophones. Donc, du coup, en réfléchissant, j'ai inventé ces mots, Azumaya. Et c'est un peu mythique et mystique aussi. Azumaya signifie affaire. Oh. Mais c'est un nom, j'ai créé, signifie business. Okay. Agriculture, c'est un business en agriculture. Mm-hmm. Si on dit Azumaya immobilier, donc c'est business dans l'immobilier. Mais la grande particularité avec Azumaya, si vous regardez bien, entre la couleur, la façon dont ça a été écrit, donc avec l'aigle, qui est les symboles même d'Azumaya, et les serpents, mais tout ça, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. D'accord. Comment on passe d'Haïti à la France, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire, au Congo, et que sais-je encore? Comment est-ce qu'on fait cette transition? Comment vous arrivez à Azumaya? Écoutez, justement, je dois vous dire que, encore une fois, je suis né en Haïti. J'ai la chance d'être en France. La France m'a tout donné. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose à la fois qui sera utile pour nos concitoyens qui sont en Afrique, notamment dans l'agriculture, et aussi en Haïti et la France. Donc, Azumaya, si vous voulez, c'est un triangle. Quand je suis en France, c'est Azumaya Agricultural, 6000 km. J'ai oublié, à chaque fois on oublie, c'est 6000 km. Pourquoi? Quand je suis à Paris, pour prendre l'avion pour aller en Afrique de l'Ouest, en Afrique du manière générale, mais en Afrique de l'Ouest en particulier en Guinée, ça me fait 6000 km. Et les 6000 km sont dans le sens inverse, ça fait 9000 km, donc je suis aux Antilles. Donc c'est un triangle. Azumaya, c'est un triangle. Donc j'essaie d'être utile à la fois pour nos concitoyens qui sont en France, en Afrique et aux Antilles. Il ne faut pas oublier que notre mission, la mission d'Azumaya, c'est de soutenir
l'agriculture durable et responsable partout dans le monde. Maintenant, je sais que vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que je me rends compte que malheureusement, souvent, on nous fait croire que l'Afrique est pauvre aux Antilles, enfin, tout ce qui s'ensuit. Mais sauf que cette pauvreté est liée à qu'une chose. On est riche en matières premières, mais on n'arrive pas effectivement à valoriser nos matières premières. Et si vous regardez bien, par exemple, en France, on a 15% au niveau de gaspillage, 15% de produits alimentaires, alors qu'en Afrique, tenez-vous bien, il y en a 40 à 45%. Je sais que vous allez me dire, Elson, mais attendez, pourquoi 45%? Je vous explique ça plus tard. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que quand on s'est rencontrés, vous m'avez effectivement expliqué l'importance de la transformation des produits et des fruits, notamment africains et exotiques. Donc, en jus, en sirop, en confiture et certainement en d'autres choses encore. Une chose. Et effectivement, le monde est possible et vraiment, le champ des possibles est infini, je pense. Et on en parle beaucoup. C'est vraiment aujourd'hui, on entend beaucoup ces histoires de transformation. L'Afrique ne transforme pas, elle est pauvre, mais elle ne transforme pas. Pourquoi comment est-ce que, justement, comment est-ce que vous voyez le marché de la transformation aujourd'hui en Afrique? Quand vous regardez un peu autour de vous, est-ce qu'on commence beaucoup plus aujourd'hui à transformer ou au contraire, est-ce que ça reste encore très faible, très insuffisant? Alors, juste ça avant de vous répondre, merci pour cette question. Ce qu'il faut savoir, comment ça s'appelle? En Afrique, pas que l'Afrique, mais aux Antilles, l'Afrique et aux Antilles, quand on parle de l'agriculture, alors je vais essayer d'expliquer, donnez-moi quelques minutes, je vais vous expliquer. L'agriculture, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Un producteur céréalier ou un producteur maraîcher ou quelqu'un qui est dans l'élevage, par exemple, que ce soit élevage, tout sortes d'élevage, tout fait partie de l'agriculture. Je vais vous donner un exemple. Si je ne me trompe pas, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire, comment ça se fait? Côte d'Ivoire, 2022-2023, Côte d'Ivoire importe plus de 570 tonnes de poissons surgelés. J'ai dit importation poissons surgelés. J'ai bien dit, hein. Et regardez combien ça coûte. Et tout ce que j'ai dit là, vous pouvez consulter sur Internet, tout ça. Comment on va importer des poissons surgelés alors qu'on a la capacité de nourrir toute l'Afrique de l'Ouest? Je parle de Côte d'Ivoire, ainsi que le Cameroun aussi. Hein. Mais le problème, c'est quoi? La production, c'est une chose. Dans nos champs, le producteur qui produit, sauf qu'il n'a pas la capacité de transporter sa production des points A, son champ, vers on va dire, un lieu de stockage. Ce qui nous manque en Afrique, on a un problème de transport, on a un problème de stockage, parce que le producteur qui produit, donc c'est pas, il a des difficultés de transporter ses productions, mais aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas de l'endroit pour stocker toutes ces matières premières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on produit, on transporte, on stocke, on doit pouvoir aussi transformer. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais pour transformer l'usine, là où est l'usine, il faut des véhicules logistiques, tout le moins, pour transporter cette matière première. Mais une fois qu'on a transformé, donc ça permet de donner les plus-values à nos matières premières, mais aussi embaucher des gens. Mais ce n'est pas tout. Il y a les conditionnements. Vous voyez, il y a des conditionnements. Donc, on répond production, transport, logistique, stockage, transformation, conditionnement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la distribution. Donc, aujourd'hui, ce qui nous manque en Afrique, c'est tout cette chaîne-là qui nous manque, à la fois transport, logistique, stockage, transformation, conditionnement et distribution. Et si on arrive, ne serait-ce qu'à 10%, ça fera l'affaire. Et juste une petite information, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays en Afrique qui a un PIB de 86 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que Côte d'Ivoire, depuis quelques années, il commence effectivement dans l'agroalimentaire.
Et c'est le seul pays, tout du moins en Afrique, qui a un PIB qui a des 26 milliards de dollars. Congo, Kinshasa, je crois, ils sont à 70 millions de dollars. Et le Cameroun, 53 ou 54 milliards de dollars. Alors que le Cameroun, à lui tout seul, peut nourrir toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'on produit mal, il n'y a pas de transformation, et s'il pleut, tout reste pourri dans le champ. Résultat, d'où les 45% de gaspillage chez nous en Afrique, parce qu'on ne prend pas au sérieux tout ce qui est agro-business. D'où Azumaya, notre rôle en tout cas, c'est soutenir l'agriculture durable et responsable partout dans le monde pour pouvoir effectivement freiner tous ces gaspillages post-récolte. C'est intéressant. Et pour pouvoir faire justement pour pouvoir mettre un frein à ce gaspillage, vous avez des entités également en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur rôle et leur implantation géographique? En fait, juste avant d'arriver en Afrique aussi, j'avais commencé en Haïti. Parce que, alors, une petite anecdote, on nous fait toujours quoi, Haïti, les pays les plus pauvres. Moi, ça ne me fait rien. Quand on dit l'Afrique, les pays les plus pauvres, moi, ça ne me fait rien. Pourquoi? Demandez à la personne, est-ce qu'il a déjà été en Haïti ou en Afrique? Quand vous dites, je suis pauvre, forcément, est-ce que vous me connaissez assez? Vous me dites que je suis pauvre. Vous voyez ce que vous dites ou pas? En Haïti, par exemple, c'est la même chose qu'en Afrique. Si on va dans le sud d'Haïti, les paysans qui produisent ces matières premières, on en a besoin, mais il y a un problème de transport. C'est comme si on dit, par exemple, on est en région parisienne. Vous savez, l'endroit en Bretagne, c'est l'endroit qu'on produit en grande partie pour la France tout entière. Si on coupe la route, il n'y a pas de transport l'île de France, c'est la Bretagne, donc nous aussi, on n'aura pas, effectivement, vous savez, voilà. Vous m'avez compris ou pas? Non, je comprends. En Haïti, c'est que, ou même en Afrique, surtout, moi ça me fait, quand je vais là-bas, j'ai mal à la tête. Les producteurs, dans son champ, il a plein de matières premières, mais il ne peut pas transporter sa matière première. Et malheureusement, s'il pleut, il pourrait seulement constater le pourrissement de ces matières premières. Maintenant, si on arrive, ne serait-ce que s'il y a les infrastructures qu'il faut pour transporter, ne serait-ce que pour aller au marché, donc cette vie chère qu'on constate en ville, il n'y aura pas de la vie chère. Et pour peu qu'on arrive à transformer, aussi, encore une fois, on va donner le plus-value. Je prends un exemple. Prenons le cas de la mangue. Chez nous, il y a beaucoup de mangue. Azumaya, moi, en l'occurrence, pour ça aussi, ça nécessite aussi de la formation. Depuis plus de 4 ans, je suis en train de me former. Avec seulement la mangue, au lieu de laisser gaspiller, je fais de la confiture. Et de la confiture, on peut le conserver jusqu'à au moins 2 ans. Avec la mangue aussi, on fait aussi fruits séchés. Surtout dans les pays orientaux, on consomme beaucoup de fruits séchés. Avec cette même mangue aussi, je fais du jus. Je fais de la compote, je fais plein de choses comme ça. Et aussi, je fais aussi de la bière avec la mangue. Jus, compote, confiture, la bière, je fais du sirop. Et cerise sur le gâteau, avec certaines variétés de mangue, avec la peau de la mangue, je peux faire l'huile essentielle. Mais pas la mangue qu'on importe ici, parce que la mangue qu'on importe ici, la mangue quinte, il n'y a pas assez de l'huile sur sa peau. Donc, ce qui fait que, vous imaginez seulement avec la peau de la mangue, on peut développer une industrie cosmétique. C'est des choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qui nous manque si ce n'est pas que volonté? Intéressant. On a un peu digressé, mais du coup, l'implantation géographique, vous pouvez nous dire? En fait, je suis en Guinée-Conakry. Pourquoi je suis en Guinée? Parce que j'ai rencontré une dame une fois, et cette dame, en discutant avec elle, elle a vu tout ce que je fais en Haïti. Parce que, si vous voulez, au départ, le projet, c'était en Haïti en 2017. J'avais quelques amis. Je me dis, comment je pourrais aider mes concitoyens qui sont à la fois en Haïti, en France et en Afrique. Et c'est dès là, j'ai mis en place avec quelques collègues, on a formé plus de 35 jeunes agronomes dans chaque grande localité. On a mis en place quelques pépinières de café, parce qu'il ne faut pas oublier que Saint-Domingue, dans le temps, qu'on appelle la République d'Haïti dominicaine, on arrive à fournir autant de café à la France. Et là, aujourd'hui, si vous allez en Haïti, les Haïtiens importent des cafés. Vous imaginez quand même? C'est la folie.
Et du coup, le seul endroit où on peut trouver les cafés en Haïti, c'est à Jérémie. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, comment je pourrais aussi accompagner ces gens-là, ne serait-ce que reboiser Haïti en café. Et tout est parti de là, c'est comme ça la vidéo. Et la dame, Aïcha, elle avait vu cette vidéo, elle me dit, mais toi, t'es d'où en Afrique? J'ai dit, je suis pas tout en Afrique. Il dit, non, en discutant avec elle, il me dit, mais c'est des gens comme toi qu'on a besoin chez nous, tu vas avec nous chez nous en Afrique. Il dit, c'est où, il me dit, en Guinée. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé en Guinée. Il dit, waouh, il dit, c'est ça la Guinée, c'est le paradis. Donc, et des fil en aiguille, je me suis retrouvé aussi au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais la Guinée en particulier, j'ai déjà des terrains là-bas. Et c'est là-bas que je vais mettre un succursale de transformation. Et grâce à ça, je pourrais alimenter toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, bien sûr, et aussi une bonne partie qu'on va mettre dans des poches alimentaires pour pouvoir alimenter mon usine qui sera dans le Val d'Oise. Et donc, tout ça, ça me permet de faire travailler des gens à la fois en Afrique, à la fois en France, mais aussi comme Azumaya, c'est un triangle. Il y a des saisons. Le fruit de chez nous, il y a des saisons. Lorsqu'il y a des saisons en Afrique, et on va dire du mois d'avril à mois de septembre, et en Amérique du Sud, ça commence, on va dire, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc, ce qui fait, ça me permet de faire tourner à la fois les produits qui viennent de l'Afrique, ça fait travailler des gens en Afrique, ça peut être aussi de faire travailler des gens un peu partout. Donc, Azumaya, c'est ça. C'est une vision globale sur l'agriculture pour limiter le gaspillage et aussi pour accompagner nos concitoyens à mieux consommer, à offrir des produits exotiques authentiques. Produits exotiques authentiques. Waouh, une nouvelle phrase. Aujourd'hui, vous nous avez apporté un petit échantillon Oui. des transformations que vous faites. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu écoutez, avec les plaisir. produits que vous avez amenés Avec plaisir, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qu'il faut dire juste avant de commencer, toutes les matières premières qu'on a en Afrique, c'est des richesses. Toutes les matières premières qu'on a en Afrique, même les plantes les plus basiques, c'est des richesses. On peut tout transformer en Afrique. Ce qui nous manque, c'est la formation. Et donc, comme vous m'avez demandé de vous présenter mes produits, alors on va commencer par ça, par exemple. Ça, c'est mangue. C'est une confiture de mangue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi banal et aussi très simple de produire la confiture. Et la confiture, on sait qu'en Europe, enfin un peu partout, on consomme beaucoup de la confiture. La grande particularité avec cette confiture, c'est une confiture que j'ai fabriquée moi-même, artisanale. Avec la mangue, je fais la confiture. Je fais aussi du jus de mangue, toujours avec la même mangue. Hein. Et malheureusement, j'ai le mangue séché, j'en ai plus pour l'instant. Donc, avec la mangue, je fais la confiture, je fais du jus, je fais du sirop, j'en ai pas là avec moi. J'ai aussi la bière à la mangue. Vous imaginez quand même, bière à la mangue. Les gens rigolent, ils disent, mais comment c'est possible? Si, tout est possible. Combien de pourcentage d'alcool? 4,5 volts. 4,5. Ouais. Et puis, bon, ça, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est pas tout. Hein. Avec la mangue, confiture, compote, sirop, la bière, je fais du jus, et mangue séchée, bien sûr, et aussi avec la peau de la mangue. Bientôt, je vais pouvoir, certaines variétés, je vais pouvoir aussi fabriquer l'huile essentielle ou l'huile tout simplement pour tout ce qui est cosmétique. L'huile de mangue. Ça c'est la mangue, ouais. Une huile à base de mangue. C'est ça, peau de la mangue. Et aussi, ça c'est de la courgette, parce que, en fait, c'est que on peut tout transformer. Voilà, on peut tout transformer. Mais c'est ça, c'est une tuerie. Quoi. Donc, Courgette de quel pays? En France, parce qu'on est en France. Ah donc, non, mais ça aurait pu être... Non, c'est courgette de la France, parce que, en fait, j'ai fait des tests. Je fais des tests pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, courgette, parce que l'objectif, c'est de transformer le produit locaux et exotique. Ok. Voilà. Et ça c'est la banane. Bon, l'étiquette est élevée, il fait froid. Ça, c'est la banane. Donc, confiture de banane au chocolat noir. C'est vrai, banane tout seul, je rajoute un petit peu de chocolat noir et ça donne ça. On dirait, enfin, ça a décollé. Pourquoi confiture de banane au chocolat noir? Je suis en train de faire des tests parce qu'il y a tellement de bananes qui sont en train de gaspiller chez nous. Des fois, quand c'est trop mûr, au marché, les fait qu'on ne peut pas retourner avec à la maison, on les jette. Alors qu'avec un pot de confiture comme ça, on peut le garder au moins ne serait-ce que
pendant plus de 2 ans. Tout autant, il est dans un endroit, une température vraiment qui n'évolue pas entre plus 10 et moins 10, on peut le garder aussi très longtemps. Parce que en fait, tout ça, c'est des produits sans produits chimiques, sans pectine, sans ganga. Donc voilà, c'est vraiment un produit naturel chez naturel. Et aussi, ça aussi, c'est confiture d'ananas. Donc il y a encore la même chose avec l'ananas. Je fais donc du jus, compote. Ça, c'est ananas séché. Avec l'ananas, on peut sécher l'ananas ou le laisser pourrir. C'est le cas en Guinée-Conakry. Les bastons de l'ananas au monde, je crois, c'est le Akinja. Il faut y aller pour voir. Il y a tellement de gaspillage. Il y en a. Seulement avec l'ananas, on peut embaucher beaucoup de monde. Donc voilà, ananas séché, confiture d'ananas et le jus d'ananas. Le jus d'ananas, voilà. Et après, excusez-moi, après, ça c'est prune de la France, hein, avec cette matière première. Moi, je fabrique de la confiture, je fabrique aussi du jus de prune, qui est très très bon aussi. Et en fait, j'ai fait pas mal de tests comme ça, je suis en train de varier des choses en fonction des clients, en fonction du goût du client. Quoi. Donc, voilà. Donc les gens peuvent faire des commandes? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et je vais terminer. Et ça, c'est la bière gingembre-piment. Gingembre-piment, c'est des deux. Intéressant. On est en train de faire des tests comme ça. Mais ça marche beaucoup plus quand même parce qu'il y a un petit goût, il fait froid en France. Ouais. Donc voilà. Et bon, le bissap, vous connaissez le bissap, de toute façon. Alors, moi, la grande particularité avec le bissap, moi je fais du bissap bissap à la menthe et bissap aussi pour le diabétique. Parce que bon, malheureusement, ma maman elle est diabétique. Bon, je fais du bissap. Pourquoi bissap nature, bissap à la menthe? Parce que ça peut être aussi, quand c'est tout sucré, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est diabétique, ça lui pose des problèmes. Donc, je pense aussi à tout le monde. Et bientôt, jouer de la confiture pour les diabétiques. Je suis en train de travailler sur ces process-là, fabriquer de la confiture pour les diabétiques. Donc, ça permet aussi de tout le monde puisse consommer allègrement. Et ça, c'est le jus de tamarin. Je ne sais pas, vous connaissez le tamarin? Bien sûr. Non, mais Bien sûr. c'est pas obligatoire. Jus de tamarin. Et en fait, tout ça pour dire que Azumaya, c'est ça. Azumaya, on a 3 pôles. Pôle numéro 1, c'est la transformation. On transforme toutes ces matières premières, que ce soit matières premières, enfin, qui viennent de matières premières exotiques ou locaux. Je suis en train de faire des tests aussi. Si on arrive à valoriser nos matières premières, ça permet de faire travailler des gens, donner les prix à nos matières premières. Donc, et c'est comme ça qu'on va faire monter nos PIB de nos pays. Quand vous dites que vous faites des tests, c'est où? Vous faites ça j'ai mon laboratoire à Gonesse. La société Azumaya est siégée à Paris, mais mon labo, pour l'instant, c'est à Gonesse. Là, je suis en train de chercher un local beaucoup plus grand parce que ça nécessite beaucoup de place. Il y a des machines, il faut stocker. Donc, je cherche des investisseurs. Je profite pour dire ça. Je cherche des investisseurs pour investir dans une usine de transformation en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a des Africains, des Afro-descendants ou des Européens ou des Asiatiques, à tous ceux ou celles qui souhaitent, qui pensent comme moi, d'éviter le gaspillage post-récolte, un bon moyen de faire travailler des gens en Afrique et des gens en France et aux Antilles. Voilà, je fais passer le message. Non, mais c'est très intéressant. Ça montre aussi l'étendue des perspectives, des opportunités qui peuvent exister aussi sur le continent et au niveau des diasporas. Donc, j'ai envie de... Vous avez longuement évoqué, donc je ne vais pas vous reposer la question de l'impact. On l'a compris, hein, la lutte contre le gaspillage, redresser les niveaux de PIB des pays africains, réaliser les richesses qui existent d'un point de vue agroalimentaire. Mais aujourd'hui, si je devais vous demander quand même ce que vous attendez de cette aventure, ce serait quoi à terme? Là, aujourd'hui, juste une petite digression. Vous nous avez présenté des jus, des bières, vous avez parlé de l'ananas séché, je crois qu'il y a des noix de cajou. J'ai oublié de présenter noix de cajou au curry et au piment. Alors, il y a certains de ces produits qu'on voit dans le commerce.
y compris en Afrique. On voit des jus de mangue, on voit des jus d'ananas, tout ça. J'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'on a pris le contre-pied. On s'est dit, bon voilà, il faut quand même transformer ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous n'avez pas apporté aujourd'hui? Vous n'allez peut-être pas nous dévoiler vos secrets de production non plus, mais on peut transformer. En quoi d'autre on peut transformer auquel on ne penserait pas, par exemple? Par exemple, on reprend l'exemple de la mangue. On pourrait la transformer encore en quoi? La mangue... Pour voir en fait à quel point on peut aller, jusqu'où on peut aller. Alors, même avant même de répondre à cette question, plutôt, comment on fait plutôt pour éviter le gaspillage? Non seulement transformer encore, comment aussi mieux organiser pour éviter le gaspillage? Parce que si on arrive à stocker tous ces mangues, si on trouve moins, pourquoi pas une chambre froide, pourquoi pas aussi semi-transformer et plus tard les transformer plus tard, donc ça évite le gaspillage. Donc je crois quand même, la question c'était plutôt, on peut aller plus loin, notamment au niveau de la conservation. Ok. La conservation. Et on peut aussi aller beaucoup plus loin. Tiens, pour nous, cas banane, par exemple. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de bananes, par exemple. Oui. Moi, je fais la confiture, on fait du chips de banane, on fait aussi du jus de banane, on fait plein de choses. On peut faire aussi farine de banane. En fait, le problème, c'est le problème de conservation. Le problème, c'est le problème de conservation. Fraîche ou séchée. Et si on arrive ne serait-ce que à gérer les problèmes de conservation, on a gagné forcément la chose, quoi. Parce que les problèmes, c'est un problème de conservation. Vous faites des gâteaux, des cakes, vous aventurez dans la pâtisserie aussi? Non, ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, pâtisserie, oui. Si. J'ai participé dans le salon Back to Africa le 11-12 octobre dernier, enfin, il vient de passer là. Donc, j'avais fait des tests chaussons à la mangue, chaussons aux ananas. Donc, c'est juste pour casser l'ambiance et chaussons aux pommes. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Bon, ça nécessite aussi beaucoup de logistique derrière, beaucoup de boulot. Et voilà. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, le cœur même des Azumaya, ce n'est pas seulement dans la transformation. C'est plutôt l'accompagnement. Et si on arrive à accompagner nos concitoyens, former nos concitoyens, la formation qu'il faut et l'information qu'il faut, parce que c'est ce qui nous manque. Il nous manque l'information, il nous manque la formation. Et le cœur des Azumaya, c'est la formation, l'accompagnement. Et le troisième point, c'est vendre des équipements agricoles et industriels. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, dans tout ce qui est élevage, pourquoi on n'arrive pas à produire autant? Pourquoi Côte d'Ivoire il va importer plus de 570 tonnes de poissons surgelés alors qu'on sait que c'est des poissons cancérigènes, alors que Côte d'Ivoire, lui tout seul, si on a l'infrastructure, si on met en place l'infrastructure qu'il faut, on pourrait nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, même une partie de l'Afrique centrale, parce qu'il y a de la place, il y a des lagunes, il y a un peu de tout. Mais sauf que, manque d'infrastructure, même avant l'infrastructure, c'est plutôt la formation. La formation, l'accompagnement, l'équipement qu'il faut. Donc, ce n'est pas que Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Et si Côte d'Ivoire, c'est le seul pays francophone, tout du moins, qui a un PIB de 86 milliards de dollars, donc ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont déjà un petit peu en avance par rapport au niveau dans la transformation. Est-ce que Azumaya, justement, parce que ça fait partie des challenges que vous rencontrez, j'imagine, mais est-ce que vous vous mettez aussi en relation avec les politiques? Est-ce que vous essayez d'alerter? Est-ce que vous essayez de nouer peut-être des, je dirais pas des partenariats, mais d'évoquer ce genre de sujet pour pouvoir proposer justement votre valeur ajoutée et voir dans quelle mesure on peut généraliser ce mindset, généraliser ces pratiques et inviter le plus grand nombre finalement à pouvoir développer leur agro-business justement. Parce que c'est pas à une seule entreprise seule de pouvoir changer la face de l'agriculture, de comment on consomme, de comment on pilote ces choses-là, j'imagine. En fait, très franchement, vous savez, une entreprise comme Azumaya, alors même avant même de vous répondre, je vais vous dire un truc. On ne pense pas trop sur tout ce qui est développement agricole en Afrique, tout du moins, parce que sinon, ça le serait depuis.
Et depuis quelques années, on va dire en gros 2 ans, depuis les gens, ils voient l'émergence, ils voient l'utilité, ils voient aussi, bon, on va dire même depuis la guerre de l'Ukraine, on va dire, les gens ils commencent à se réveiller, pourquoi pas aussi transformer nous-mêmes. Maintenant, est-ce que j'ai pas eu encore le temps d'aller voir les responsables, tout du moins, pour proposer ça? Parce que mine de rien, Azumaya, c'est lourd quand même tout seul. Je travaille à côté, Azumaya, ça me prend beaucoup de temps, et je suis aussi en formation. Et je suis en train de préparer 5 formations aussi, donc inutile de vous dire, c'est énorme. Au départ, je voulais commencer d'abord en Guinée-Conakry, parce que j'ai déjà des matériels là-bas pour commencer au niveau de la transformation. Je fais marche arrière, parce que pourquoi je fais marche arrière? Parce que la société, elle est déjà enregistrée en France. Les produits là-bas, commencer à se développer à Azumaya en Afrique, c'est beaucoup plus difficile pour moi de rentrer, pénétrer les marchés européens, notamment en France. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en fait, je fais complètement l'inverse. Je développe Azumaya en France, mes savoir-faire, et puis c'est beaucoup plus facile pour moi commencer, et c'est pourquoi j'ai tous ces produits-là, commencer à voir effectivement quels sont les produits, les clients qui souhaitent aussi, qui sont beaucoup plus à même consommer. C'est pourquoi je fais pas mal de tests, et pas mal de variétés, tout ça. Et puis une fois j'arrive à gagner en termes de visibilité en France ces marchés-là, donc c'est ça beaucoup plus facile pour moi de développer en Afrique. Oui, c'est une raison stratégique. Mais maintenant, c'est aux États africains, si ça les intéresse, ben, dépend de contact à moi. De toute façon, je vais en Afrique, je vais lui proposer ça. Si ce n'était pas dans son calendrier, il va vous dire, bon, écoutez, bon, vous êtes gentil, hein, c'est bien, bon, je peux vous donner des terrains. J'étais au Cameroun, c'est ce qu'on m'avait dit. On a des terrains, on peut vous donner des terrains, oui, vous êtes d'accord, mais et l'accompagnement après. Donc voilà, comme moi je n'ai pas les moyens, je suis des investisseurs, mais maintenant je crois aussi c'est notre responsabilité, nous, afro-descendants ou afro-caribéens, de dire stop, tout c'est tout, parce que les autres, ils nous prennent toujours pour des mendiants, et c'est ça qui m'énerve des fois. On attend toujours que les Occidentaux qui nous amènent un sac de riz, et puis comme ça, nous, on est là, on est content, on chante. Alors que nous-mêmes, on pourrait produire davantage, on pourrait produire plus que ça. J'aimerais bien un jour que, par exemple, la Guinée ou même en Haïti dit, bon, tiens, à la France ou au Portugal ou même un pays, bon, écoutez, bon, on a beaucoup de produits, bon, on va vous faire cadeau 10 tonnes de tel ou tel produit. Pourquoi c'est eux toujours à chaque fois qui nous envoient, qu'on est des mendiants, qu'on va envoyer tous les surplus. Un jour, il faudrait aussi, voilà. J'aimerais bien un jour aussi qu'on dise, tiens, bon, Sénégal qui fait un don à l'Espagne, on va dire 25 tonnes de mangue. Mangue des quintes qui sont en train de gaspiller dans le champ. Intéressant. Enfin, intéressant. Moi, je ne suis pas très politique. Non, ce n'est pas de la politique, c'est une opinion qui est partagée par beaucoup de gens d'ailleurs, ce que vous êtes en train de dire. Donc, je trouve que c'est intéressant que vous la mettiez en lumière. Elson, vous êtes un citoyen un peu du monde. Vous êtes à la fois dans le cœur et dans vos origines haïtiennes, mais en même temps, vous êtes très ancré en Afrique par votre activité, etc. Qu'est-ce que vous avez appris d'Haïti et qu'est-ce que vous avez appris de l'Afrique qui vous aide aujourd'hui à mener ce combat-là, cette lutte? En fait, vous savez, une petite anecdote. J'étais à Paris dans une conférence, dans une conférence avec quelques amis, et puis j'avais pris la parole, et il y a un monsieur qui venait me voir, qui me dit tu viens d'où? Je dis, je viens de Gonesse. Il me dit, non, tu viens d'où? Je viens de Sacelle. Il me dit, mon frère, attendez, tu viens d'où? Je lui dis, écoutez, je viens d'Haïti. Il me dit, Haïti. Il me dit, écoute, avec la lumière que tu as, va en Haïti, va donner cette lumière aux Haïtiens, c'était en 2015-2016. Va donner cette lumière en Haïti et en retour, tu auras plus de lumière pour nous. Les gars, ils m'avaient dit ça, et puis je ne comprends pas. Et comme juste après cette conférence, il y avait un petit buffet, et les gars, ils viennent me voir, ils me disent, il ne faut pas oublier, il faut y aller. Hein. Et tout dans ma tête, mais ça, pour moi, ça, je n'ai rien compris ce qu'ils m'avaient dit. Et puis du coup, une semaine après, j'appelle les gars, je dis, mais attendez, moi, il dit d'aller en Haïti pour apporter la lumière que j'ai, mais c'est quelle lumière? Je ne comprends pas. Il m'avait dit, non, il dit, quand tu vas là-bas, tu sauras quoi faire, parce qu'on t'attend là-bas.
Et de fil en aiguille, c'est comme ça, j'étais en Haïti. La première chose qui m'a choqué là-bas, c'est que j'étais allé voir quelqu'un de la famille et je vois l'école en Haïti commencer et ça m'a dit, ah, est-ce que c'est l'école dans ma tête? Et 2 jours après, je vois une dame, et il y avait une manifestation, j'ai la dame encore qui dit j'ai kangourou, ça veut dire j'ai faim. Mais en fait, on dirait la dame, c'était en face de moi quand on est en train de discuter, enfin, on est en train dans la manifestation, on est en train de regarder les gens, ils sont en train de manifester. C'est comme si la dame, elle ne m'aimait pas le moi, comme si elle rentre à l'intérieur de moi. C'est comme si elle ne m'aimait pas directement. Et du coup, et tout de suite, j'ai pensé à ces messieurs qui m'avaient dit ça. Et c'est dès là, en retour en France, je dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et d'un côté, on voit tous ces gaspillages, et de l'autre côté, les gens, ils n'ont rien à manger. Et je me suis dit, ben, comme moi, mes cursus scolaires, c'est plutôt technique, parce que moi, j'ai un bac plus d'électronique, d'IT électronique. Et j'étais en informatique et tout ça. Je dis, mais l'agriculture, moi, je ne connais rien. Et c'est comme ça commence à venir. Donc, j'ai fait une formation. Par la suite, pendant que je travaille, je fais une formation. Et en 2017, c'est là où je mets en place cette petite association, enfin, un groupe WhatsApp, avec des amis, comment reboiser Haïti en café. Voilà comment tout est parti. Et des fils en aiguille, je me dis, mais c'est pas qu'en Haïti qu'il y a ces problèmes, l'Afrique aussi a ces problèmes-là. Nous aussi, en France, on a ces problèmes-là aussi. À moindre échelle. OK? Donc, maintenant, et ça m'a coûté beaucoup d'argent quand même pour la formation et ces techniques. Et voilà comment tout est parti. Je suis un citoyen du monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je trouve ma place où que je sois dans le monde. L'essentiel, vous savez, quand vous avez faim, ça fait mal. Ça fait très très mal quand vous avez faim. Il y a pas mal de gens, malheureusement, en France, même en Europe aussi, qui crèvent, enfin, à cause, il n'a rien à mettre sous les dents. Bon, en France, on a la chance aussi, il y a des services pour aider les gens. Mais bon, allez savoir, les clochards qui sont morts, si ce n'est pas la faim aussi. On dit le froid, d'accord, mais ça se peut, il n'a pas mangé aussi. Bon. Donc, face à tout ça, d'un côté, il y en a beaucoup qui sont en train de gaspiller parce qu'on a un problème d'infrastructure, parce qu'on a un problème aussi de formation et information. Je me suis dit, pourquoi pas, comment moi, à Zomaya, comment on pourrait aider tous ces gens-là à avoir la volonté, aussi de faire quelque chose pour l'humanité et la biodiversité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'étais allé un peu trop loin. Non, mais ça reste intéressant. Peut-être que vous pourrez me donner une citation, un proverbe qui vous inspire quotidiennement dans cette mission, en français, en créole ou d'ailleurs dans une autre langue. Quelque chose qui vous pousse et qui vous conduit en fait aussi à être là où vous êtes aujourd'hui, toujours dans cette lutte. En fait, je ne sais pas, mais si vous regardez bien, nous, les Noirs francophones, on est très lettrés. On est plutôt plus, ça fait tout le plaisir quand on dit, moi je suis un sociologue, un psychologue, tous les logs. Hein, on est tous les logs. Et, sauf que quand on voit nos richesses, c'est les gens qui viennent, enfin, quand on va dans des supermarchés ou même dans les petits magasins alimentaires, c'est des produits qui viennent chez nous, on va acheter chez les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. C'est pourquoi le slogan de Azuma, c'est l'agriculture sans complexe. Voilà le slogan. L'agriculture sans complexe. On peut faire l'agriculture, on n'a pas besoin d'être complexé pour faire l'agriculture parce qu'on mange tous les jours. On est plus de 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Tous les jours, on doit, enfin, normalement, 3 fois par jour. Mais il y en a qui n'arrivent même pas à manger une seule fois par jour. Alors qu'il y en a beaucoup qui sont en train de gaspiller. Où est-ce que je dis ou pas? Je vais prendre une petite anecdote. En France, les produits exotiques annuels est de 3,5 milliards de dollars. De manière globalité. Hein. Écoutez-moi bien, hein, en face de la caméra. Les produits exotiques en France, c'est 3,5 milliards de dollars annuels. 3,5 milliards de dollars. Et les produits exotiques alimentaires artisanaux, c'est 350 millions de dollars. Enfin, euros, excuse-moi. Euros, tout est en euros, excuse-moi. Vous imaginez que c'est le même produit exotique chez nous, en France seulement, représente 3,5 milliards de dollars. Enfin, d'euros. Je crois que la Pologne, c'est beaucoup plus parce qu'ils consomment beaucoup plus que nous. Pour vous dire.
dans tout ça, quel pas est-ce qu'on a une bonne partie ou le même un chèque qui va dans nos circuits à nous? Tout va chez les autres, on est extrêmement là pour consommer. Il se trouve dans les 350, 3,5 milliards de dollars, et si seulement on arrive, et ce qui est en constante augmentation, et si seulement nous, les afro-descendants, ou même les gens qui me regardent en Afrique ou autres, on dit, bon, écoute, 3,5 milliards d'euros, et si on arrive à produire ne serait-ce que 0,7%, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Oui, du coup, c'est quoi le proverbe ou la citation Ma citation, c'est l'agriculture sans complexe. Le slogan, donc, d'Azuma. L'agriculture sans complexe. D'accord. Et notre entretien touche bientôt à sa fin, mais ce serait intéressant que vous nous partagiez, selon vous, votre opinion, les 3 ingrédients qui peuvent manquer aujourd'hui aux Caraïbes, puisque vous en parlez, et ou à l'Afrique, pour qu'elle puisse avoir justement davantage d'impact. Pas que en matière agroalimentaire, hein. Vous pouvez prendre la question plus largement. Hein. Y compris par sa diaspora. Donc pas uniquement... Les trois ingrédients, je crois que c'est la formation. La formation, d'accord. La commercialisation de nos produits alimentaires, enfin de nos produits exotiques. La formation, la commercialisation, d'accord. Et la transformation. Donc rien au niveau du mindset, que de la pratique. La formation, dans la formation, il y a un peu de tout. Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous pouvez me citer 10 écoles combien d'écoles artisanales que vous connaissez en Côte d'Ivoire qui forment des gens au niveau de l'artisanat? Combien? Que ce soit alimentaire ou autant. Vous voyez, donc, même les gouvernements, ils sont incapables de vous dire. Chez nous, on a des écoles, mais sauf que ce qui nous manque, c'est des écoles techniques et des écoles pour former nos jeunes pour être artisans. Parce que l'artisanat, je crois, c'est l'un des piliers de développement dans un pays. Artisanat mécanisé. On doit mécaniser toutes ces structures-là pour pouvoir développer. Donc, le mindset, normalement, ça vient de là. Ça ne sert à rien d'avoir bac plus 150 et puis qu'on va chez les Chinois pour acheter 1 kilo de riz donc, qui pourrait venir chez toi, ou même on va acheter l'igname qui vient d'Haïti, tiens, et cet igname-là, on va l'acheter dans un magasin pakistanais. Donc ça n'a pas de chance. Et en plus, on fait quoi qu'on est intellectuel? On est intellectuel, on va chez les autres pour acheter des produits qui viennent chez nous. Ça n'a pas de sens. Enfin bon, c'est pas un coup de gueule, hein, je vais le chercher. J'ai assez des ennemis, ou pas que d'autres ennemis, mais... Non, non. Non, mais c'est... Donc ça n'a pas de sens. Les mindsets, d'accord, il faut des mindsets, c'est que maintenant les gens, on voit la nécessité d'industrialiser l'Afrique, mais pour ce faire, on doit se former. On doit se former. Chez Mesaka, on a une tradition que l'invité qui vous a précédé vous laisse une question sans savoir que c'est vous qui allez répondre puisqu'il ne sait pas que c'est vous qui venez. Donc la question que nous a laissée notre dernier invité est la suivante. J'espère qu'elle allait pouvoir répondre. Dans un contexte, et je cite, c'est vraiment la question, dans un contexte où l'on assiste au déclin progressif du continent occidental, je dis bien entre griffes, pensez-vous que les Africains sont outillés mentalement pour prendre le relais? Et si oui, qu'est-ce qu'il leur faudrait? Oh là, c'est lourd comme question. Très géopolitique. Ah oui, mais pourtant moi je ne suis pas du tout dans la politique. Très effectivement sur ce type de questions. Ben, en fait, moi je vais donner une réponse en ambivalence parce que c'est vrai qu'on a notre part à prendre dans ces bas mondes. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que la matière première vient de l'Afrique, que c'est la matière première, mais aussi
on a beaucoup de jeunes en Afrique, on peut être les pivots de développement de l'humanité, c'est vrai. Mais ce qui nous manque, enfin, ce qui nous manque plutôt, même si l'Europe elle est en déclin, on doit quand même pouvoir effectivement avoir des plans, des réels plans, que ce soit plans opérationnels, plans stratégiques, enfin, ainsi de suite, et aussi accompagner cette jeunesse-là pour avoir la formation qu'il faut, mais pas la formation en lettres, plutôt en sciences. Parce que ce qui nous manque en Afrique, c'est la science aussi, tout ce qui est technologique et la science. Parce que l'Europe, même s'il est en déclin, mais néanmoins, c'est qu'ils ont la base des développements déjà. Ils sont déjà dans la nanoscience, et nous, on n'est même pas encore dans la science. Et comment on va pouvoir inverser la chose si on n'est pas dans la science? Donc je crois quand même, c'est à nous aussi d'accompagner ces jeunesses-là. Pour prendre ces relais, on doit aller vers la science. La science, la science. Ok. Sans la science, il n'y a pas de développement. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on fait croire qu'on est toujours pauvre? C'est parce que on a la matière première, c'est même pas nous qui extraisons nos matières premières. On a la matière première, même l'extraction, c'est même pas nous. On va faire venir d'autres ingénieurs ailleurs pour extraire nos matières premières. Et une fois qu'on extrait ces matières, on ne sait même pas les transformer. Déjà, on n'a même pas transformé les produits alimentaires. De comment on va inverser le truc si les béabas qu'on ne sait pas le faire. La science, je crois que la science, c'est l'outil nécessaire pour pouvoir effectivement amorcer tout ça. Bon, c'est un angle de réponse en tout cas. C'est un angle. Merci. Oui, Et à votre tour, du coup, si vous aviez une question à laisser à celui ou celle qui sera à votre place la prochaine fois, ce serait laquelle? Oh, ça, j'ai pas pensé. Ah ben, c'est la question que vous souhaitez. En fait, c'est même pas une question, peut-être vous allez rédiger ça comme vous voulez. Et là, aujourd'hui, on constate que la colonisation de l'Afrique, c'est maintenant. Parce qu'il y a avant, c'est que les pays grandes puissances qui colonisent l'Afrique. Maintenant, quand on va en Afrique, tous les petits pays vont tous en Afrique parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'il y a la matière première. Et sauf qu'il n'y a que nous, les Africains, on ne se rend pas compte que cet envahissement de tous ces pays qui viennent chercher, piller nos matières premières. Parce que, bon, voilà. Mais comment nous, on doit aussi prendre notre part? Parce que si ça continue comme ça, plus tard, c'est les étrangers qui vont nous vendre un bout de terrain pour construire une maison. Et c'est les étrangers qui vont nous louer, des appartements dans nos pays d'origine. Donc, je crois quand même, comment aussi on peut aussi être acteur du développement de l'Afrique sans pour autant laisser on va dire, tout cet espace-là aux autres, sans pour autant prendre notre place aussi. Je crois quand même, voilà, la question comment on peut aussi être acteur du développement de l'Afrique, même s'il y a de la place pour tout le monde, mais aussi, pas tout le temps, les autres aussi, qui vont pouvoir extraire nos matières premières, transformer nos matières premières, s'enrichir sur notre dos. Et nous, on est là, on n'est fait que constater voilà, les pillages, on va dire, de nos matières premières. C'est pas une question, je ne sais pas, mais c'est plutôt, je ne sais pas comment. Question là-dedans, je pense que votre question, en fait, c'est de savoir quelles sont peut-être les propositions ou les démarches qui peuvent être mises en œuvre pour notre place. Pour prendre la place des Africains en Afrique, quoi. Si je comprends, si je résume un peu ce que vous venez de dire. Ça. D'accord. Elson, vous parlez créole? Vous parlez créole? Oui, heureusement. Tout le monde ne parle pas forcément. Non, mais écoutez, si je n'ai pas le col, au contraire, ça me fait plaisir en plus. Et comme aussi, il y a des gens qui me suivent un peu partout, je ne peux pas parler créole. Et là, vous ne parlez pas créole. Donc, est-ce que je voudrais vous demander de votre mot de fin en créole? Mon mot de fin en créole est, en fait, il y a les proverbes haïtiens, ces dictons, l'union fait la force. C'est-à-dire que si on est seul, on est faible. Et ensemble, je crois, on peut faire beaucoup de choses. Si nous ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Okay. Si nous ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Parce que tout seul, on ne peut rien faire. C'est mon mot de la fin, c'est l'union. L'union, ce n'est pas que dans la bouche, mais c'est aussi dans l'acte.
qu'on peut être aussi, se faire respecter, proposer des choses à l'humanité, et de l'autre côté, si on propose quelque chose, on peut s'imposer, mais on ne pourra jamais s'imposer si on ne propose pas. On propose, on s'impose, mais pas l'inverse. Merci beaucoup. Bah, écoutez, ça va être vraiment un plaisir. En tout cas, vraiment, un grand merci, Elson Charles, pour cet échange, cet entretien que vous nous avez accordé. Bah, écoutez, Merci ça va de être nous plaisir. avoir partagé votre vision, votre analyse, votre état des lieux, un peu de la situation sur l'agroalimentaire, l'agro-business. On retient vraiment cette importance de travailler à ne pas gaspiller, se concentrer sur les richesses des terres, de transformer, d'accompagner aussi par la formation, d'accompagner par la science, donc toujours l'apprentissage, La pour pouvoir science, prendre cette place et ne plus être finalement étranger chez soi, entre guillemets. Merci pour tout ce que vous nous avez partagé, c'était très instructif. On retient aussi que vous êtes en recherche d'investisseurs, donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant, et c'est un message qu'on va évidemment partager, relayer aussi auprès de notre communauté. Au nom de tous les membres de Mesaka, nous vous disons un grand merci de nous avoir fait cet honneur. Merci à toutes les personnes qui se sont évidemment impliquées dans ce tournage et ceux qui nous suivront sur nos différents canaux de communication que vous pouvez rejoindre sur nos pages et réseaux sociaux Instagram, YouTube, Spotify et TikTok, Action_Mesaka. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et nous vous invitons également à découvrir les activités et les actualités d'Elson Charles sur ses pages Instagram, YouTube et TikTok, sous le nom Azumaya Agricultural. Est-ce que j'ai tout C'est ça, dit? Azumaya Agricultural. Voilà. Nous relayerons évidemment les différentes pages pour que vous puissiez vous informer, voir ce qu'il en est, ce qu'il propose, et aussi le shop pour pouvoir, pourquoi pas, commander certains de vos produits en cette période de fin d'année. Ben, juste le mot de la fin, merci beaucoup aussi. Juste pour vous dire que j'ai participé au marché de Noël, marché de Noël à Gonesse, je crois les 11, 12, 13, 14 décembre, et aussi, je suis aussi à Ségratien. Et par la même occasion, je crois quand même, c'est à nous de mettre en valeur nos matières premières. Voilà. C'est à nous de mettre en valeur nos matières premières, aussi l'extraire, transformer, la mise en valeur, donc ça doit passer par nous, parce que c'est vrai que on peut passer tout notre temps à accuser les autres, c'est pas pourtant qu'on avance. Bah, écoutez, Voilà, ce sera la fin. Je ne veux pas de problème, je ne cherche pas des ennemis encore. Non. Ça fait vraiment plaisir effectivement de participer. Si tantôt, si vous avez besoin qu'on participe, que je dois participer, ou même pouvoir faire une petite dégustation, vous me dites, et puis on va essayer de faire ça, parce que mine de rien, comment on va pouvoir proposer quelque chose et s'imposer derrière. Voilà les mots. S'imposer, proposer. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, franchement, merci.